Bonsoir à toutes. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Facebook Live du magazine Valeurs Féminines. Je suis Lisette Kazadi, la fondatrice et la rédactrice en chef de ce magazine. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cathy Ngouyou pour une émission bis autour de la question de savoir quel type de statut juridique adopter pour sa future entreprise en Belgique et quel financement choisir pour la mettre en place. Donc, on est toutes les deux très, très contentes de pouvoir faire enfin cette émission. C'est vrai qu'elle était prévue un peu plus tôt, mais malheureusement, il y a eu des contretemps qui ont fait que, indépendamment de notre volonté, on a été obligé de la repousser. Mais voilà, on est là aujourd'hui et on est très content d'être parmi vous. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Cathy, je vais encore la présenter. Cathy est en fait conseillère juridique. Tu as travaillé, Cathy, pendant 5 ans dans un cabinet de consultance qui en fait conseille des entreprises, mais aussi des entrepreneurs, donc des personnes qui ont des projets pour lancer une entreprise. Et donc, toi, tu as travaillé là en tant que conseillère juridique. Alors, aujourd'hui, tu ne prends pas personnellement des clients pour l'instant, peut-être dans l'avenir, mais voilà, ça n'empêche pas que c'est vraiment ton domaine et que voilà, tu fais cette émission ce soir avec moi pour pouvoir répondre à cette question. Alors, aujourd'hui, en fait, on va essayer de plus s'attarder sur les questions liées à la responsabilité une fois qu'on a lancé son entreprise. Mais avant ça, on aimerait bien voir, Cathy, ensemble un peu ce qu'on avait vu lors du premier live pour essayer un peu de comprendre quels sont les différents types de formes d'entreprise qu'il existe aujourd'hui. Parce que comme on le sait, la loi a été changée, je pense, en 2018, si je ne me trompe pas. 2019. Voilà, en 2019, donc c'est assez récent. Et ce serait vraiment intéressant, Cathy, que tu puisses un peu faire un récapitulatif pour nous expliquer quels sont les différents types d'entreprises aujourd'hui par rapport à avant. Voilà, donc je te laisse la parole. Ok. Mais bonsoir à tout le monde. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir d'être encore là ce soir pour pouvoir expliquer et vraiment faire que les gens puissent créer leur entreprise. Alors, donc, comme on avait vu la fois passée, il y a trois types de manières, trois formes juridiques possibles. Donc, on avait vu qu'il y a ce qu'on appelle la société, pas proprement parler. Il y a l'indépendant en personne physique et il y a ce qu'on appelle donc les ASBL et les fondations qui sont en fait faites pour des projets à but non lucratif de prime abord. On va détailler un peu tout ça. Donc voilà, c'est ça on avait vu la fois passée et ce sont ces trois formes juridiques qui existent en Belgique pour pouvoir créer donc sa structure, son business. Ok. Et alors, vraiment rapidement et dans les grandes lignes, Cathy, est-ce que tu peux aussi nous rappeler les différents types de financement possibles pour lancer son entreprise? Ok. Alors, les différents types de financement sont, bon, alors on avait dit qu'il y avait les fonds propres, il y a les fonds, on va dire, bancaires, il y a comment je pourrais dire ça, ce qu'on appelle les modes alternatifs, donc tout ce qui est le crowdfunding, c'était ce qu'on avait vu. Je vais voir si... Et alors aussi, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les subsides et les subsides, subventions, primes. Donc là, la fois passée, on avait expliqué ça. Et alors, j'avais expliqué que certaines personnes estiment qu'il faut se lancer sans avoir recours à l'aide de l'État. Tout ce qui est donc les primes, les subventions, les subsides, les primes. Ça se discute. Donc, vraiment, ce que moi, j'encourage les personnes à faire, c'est vraiment aller voir un professionnel qui va pouvoir voir avec vous le type donc, le type de forme juridique, mais également le type de moyens financiers pour pouvoir créer l'entreprise. Maintenant, en ayant parlé avec ma meilleure amie qui est économiste, en ayant suivi quelques cours d'économie, le conseil que moi je donnerais et qui m'a été donné par des personnes vraiment, des économistes vraiment de renom, c'est qu'il faut toujours commencer son business avec l'argent des autres.
Donc, avec, Donc, prendre un crédit alors. comment? Crédit. Tu dis? Prendre un crédit. Prendre un crédit, faire du crowdfunding et tout ça, et ne pas mettre ses fonds propres dans la constitution de l'entreprise. Même si on a 1 million, vaut mieux emprunter. Comme ça, avec ce million-là, vous avez du cash flow, vous pouvez faire autre chose avec cet argent-là. Parce que si maintenant vous investissez, j'invente, le million que vous avez, million d'euros, bah, le lendemain, si vous arrive quelque chose, bah, vous n'allez pas savoir, par exemple, payer des salaires, vous n'allez pas savoir payer les charges parce que vous avez dépensé votre million pour constituer votre entreprise. Alors que si vous empruntez, donc faites un financement bancaire, OK, vous allez devoir rembourser avec des intérêts, mais pas, vous n'allez pas rembourser directement le 1 million. Et donc, ça veut dire que si vous arrive quelque chose le lendemain de l'emprunt, ben, vous avez 1 million pour pouvoir payer les salaires, payer les charges, payer les frais et tout ça. Mais il faut reconnaître quand même que beaucoup de personnes, et je pense aussi pas mal de femmes ont peur justement d'aller vers les banques pour leur demander des crédits. Alors, la dernière fois, on avait bien insisté sur le fait que c'était indispensable d'avoir un plan financier et un business plan qui tiennent la route. On ne se lance pas voilà, dans l'entrepreneuriat tête baissée. Il faut un minimum avoir pensé son projet, avoir réfléchi, l'avoir couché sur papier, savoir exactement ce qu'on est en train de faire et parvenir à convaincre le banquier pour nous prêter cet argent. C'est peut-être ça aussi qui fait que de prime abord, beaucoup de personnes se disent « Ah non, moi je ne prends pas de crédit parce que je ne suis pas sûre de pouvoir rembourser. » Mais à partir du moment où une banque vous prête de l'argent, c'est qu'elle est consciente qu'il y a un potentiel dans votre entreprise. Ça, c'est important aussi de souligner. Exactement, exactement. Je pense qu'il y avait un petit débat la fois passée, des personnes qui disaient que ben non, les banques ne prêtent qu'aux riches. Ben, franchement, ce n'est pas vrai. D'expérience, en tout cas par rapport à des clients que j'avais eus, d'expérience, il y a des personnes qui n'avaient rien et qui avaient un business plan très, très, très bien fait, mais que quand elles ont été voir le banquier, elles ont pu défendre correctement leur projet parce que ça venait d'elles, ça venait de leur trip. Donc, ce qui fait qu'elles ont pu défendre ce projet devant le banquier et avoir alors ce financement. Et aujourd'hui, ce sont des entreprises qui existent toujours. Il peut y avoir des difficultés, bien sûr, mais en tout cas, c'est des entreprises qui existent, qui fonctionnent et qui vont de l'avant. Donc, parallèlement, on peut avoir quelqu'un qui a un très, très, très bon business plan, parce que le business plan, il est fait, le plan financier, pardon, il est fait par un expert, par un professionnel du chiffre. Donc, il peut avoir ces personnes qui vont avoir un très, très bon plan financier et quand elles vont arriver devant le banquier, elles ne vont pas pouvoir se défendre. Alors que le plan financier est parfait, mais elles ne vont pas pouvoir se défendre, elles ne vont pas pouvoir défendre leur bébé, entre guillemets. Et donc, ben, ces personnes-là, elles ne vont pas avoir des financements parce que le banquier va se dire… Ben, elle doit faire quoi? Est-ce qu'il faut qu'elle se fasse accompagner de la personne qui les a aidés à préparer leur business plan? Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je conseillerais de… Ben, en fait, je dirais, tout dépend… La première question que toute personne qui veut entreprendre doit se poser, la première question, c'est quelle est ma source d'inspiration? Je pense qu'on en avait parlé la fois passée. Voilà, moi, je suis chrétienne, je ne vais pas le cacher, et c'est comme ça que je fonctionne. Quelle est ta source d'inspiration? Si ta source d'inspiration, selon moi, si ta source d'inspiration, elle est divine, vas-y, fonce. Mais si ta source d'inspiration, elle est humaine, et quand je dis humaine, ça veut dire que tu regardes ta sœur, tu regardes ta copine, et tu veux faire la même chose. Alors que peut-être tu n'as pas les compétences ou tu n'as pas la passion pour ça. Quand les problèmes vont survenir, tu auras du mal à défendre ton projet. Tu auras du mal à accepter les difficultés, enfin, entre guillemets, accepter les difficultés, à pouvoir comprendre ce qui se passe. Je pense la fois passée, il y avait l'interview de Esther Makaya, et j'ai vraiment aimé son exemple et son humilité. Pourquoi? Parce qu'elle disait, elle a été entourée de personnes, je crois que c'était sa sœur et une amie à sa sœur qui étaient fans de maquillage. Elles ont été fans de maquillage et elles ont créé leur entreprise dans le maquillage, dans le make-up. Mais elle était là et ça n'intéressait pas le make-up. Et ben voilà, elle aurait pu avoir deux options. Soit elle se disait, ah, j'ai envie, ça fonctionne pour elle le make-up,
bah, moi aussi j'ai besoin d'argent, je vais me mettre, peut-être je vais prendre des cours, peut-être je vais vraiment me forcer, mais ça, c'est pas sa passion. Et elle n'a pas choisi cette option-là. Elle s'est dit, bah, moi, j'ai des capacités dans un autre domaine. Et donc, voilà, elle n'a pas regardé à ses amis ou ses sœurs. Elle a regardé vraiment le don qu'elle avait en elle, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Et c'est ce que moi, j'invite en tout cas les personnes à faire. Cette question-là, moi, je ne la pose pas aux futurs entrepreneurs, aux porteurs de projets, je ne la pose pas. C'est une question que la personne doit se poser elle-même. C'est vraiment un signe d'humilité et aussi pour aussi éviter des problèmes par la suite. C'est ça. Donc, c'est de se lancer par rapport au don, on va dire, enfin, un don surnaturel, mais au don qu'on a et pas essayer de forcément se lancer parce qu'on voit qu'une personne s'est lancée dans un domaine particulier, que ça lui réussit bien. On se dit, ah bah tiens, ben, je pourrais aussi tenter le coup, alors qu'au final, c'est peut-être pas ce qui nous réussirait le mieux. Voilà, c'est ça. Moi, je ne conseille pas quand la source est humaine, parce qu'il y a un peu d'orgueil, en fait, dans ce sens-là. Quand la source est humaine, moi je conseille pas à la personne de le faire. Parce que après, et on en a vu, il y a des problèmes qui arrivent. Les problèmes surviendront toujours. Il y aura toujours des problèmes. Mais c'est la manière dont on va réagir, notre réaction par rapport à ces problèmes qui va faire que notre business va tenir ou pas, en fait. Tout à fait. Bon, alors, comme on est en train de parler justement de cette question de prêt, je vais épingler ici la question de Nadège, qu'on salue. Bonsoir Nadège. Alors, elle nous demande en quoi le prêt à l'entrepreneuriat est différent du prêt immobilier. Je sais qu'elles sont plus ouvertes au prêt aux études. Voilà. Je n'ai pas compris la question, pardon. Donc, elle dit donc, quelle est la différence, si je peux un peu reformuler, quelle est la différence entre le prêt à l'entrepreneuriat et le prêt immobilier? Donc, un crédit, par exemple, pour acheter une maison. Ah, d'accord, ok. Ben déjà, ce n'est pas les mêmes institutions qui vont, qui vont donner. Quand on dit un crédit immobilier, ben ça peut être bancaire. Un crédit immobilier, c'est bancaire. Alors que le prêt, par exemple, à l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours bancaire. Il y a des aides de l'État qui sont, par exemple, des subsides qui peuvent aider à créer ton entreprise. Donc, déjà, la source peut être différente. Bah, les taux aussi vont être d'office différents. Et voilà. Et puis, il faut bien regarder aussi qu'il y a comment je peux dire, des situations. Il y a certains prêts, on va dire, comme ça, des subsides, je vais dire ça, où il faut pas, on ne va pas rembourser ça. On ne va pas rembourser. Si par exemple, si j'ai bien compris la question peut-être de Nadège, c'est peut-être ça elle veut épingler, il y a ce qu'on appelle des primes. Et les primes, bah, vous ne les remboursez pas. Contrairement à un prêt, à un crédit, par exemple. Là, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire pour Nadège. Si je n'ai pas été claire, vraiment, je l'invite à vraiment reposer la question ou à la reformuler. Peut-être que je n'ai pas bien compris, mais c'est deux choses différentes en tout cas. Oui, mais à mon avis, comme on parlait ici de crédit, je pense qu'elle a insinué crédit. Écoute, Nadège, si jamais on se trompe, n'hésite vraiment pas à reformuler ta question en commentaire et on reviendra. Parce que je ne pense pas à moins que je ne sache pas, mais je ne pense pas qu'une banque va prêter de l'argent à un étudiant. Je ne pense pas. Maintenant, si elle a le cas, il n'y a pas de souci. Voilà, je m'informerai, en tout cas, je me renseignerai. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'une banque va prêter de l'argent à un étudiant. D'accord. Donc, ça veut dire que, a priori, les banques prêtent de l'argent aux personnes qui travaillent déjà? Ça dépend. Ou normalement, ça dépend. En fait, il faut vraiment que le projet soit défendable. D'accord. Voilà. Parce que il existe une exception, en tout cas pour les étudiants. On en parlera tout à l'heure. Il existe une exception pour les étudiants, mais à creuser. Il faut encore regarder. D'accord, très bien. Alors, on aimerait maintenant aborder un peu la question justement des responsabilités juridiques liées à son statut d'entreprise. Et ici, on parle bien des entreprises à but lucratif, pardon. Donc, on ne parle pas des ASBL. Une question que j'ai pour toi, Cathy, c'est par rapport un peu à la situation actuelle
de la crise du Covid-19, on voit que beaucoup d'entreprises souffrent à cause de cette crise malgré le déconfinement qui est en train de se mettre en place. Certaines, notamment le retail, n'arrivent pas vraiment à voir comme dans le passé leurs clients. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont véritablement en difficulté. Voilà, donc ça, c'est un contexte ici qui se prête à la question que je te posais. Donc, quelle est la responsabilité de l'indépendant dans le cas où il se retrouve dans l'incapacité de faire face à ses dettes et voire à des pertes, en fait, de sa société? Est-ce qu'il peut se voir demander de payer ses dettes avec son patrimoine privé? Donc, tu nous as bien expliqué que quand on lance une entreprise, il vaut mieux faire appel à un crédit pour ne pas devoir on va dire, dilapider ses propres fonds. Mais ici, dans le cas où voilà, tu as lancé ton entreprise, tu te retrouves dans une situation comme celle-ci, une situation de crise, tu ne parviens plus à payer tes dettes. Est-ce que quand tu es un indépendant, est-ce qu'on a le droit de venir demander en fait à ce que tu payes ces dettes avec ton propre argent? Ok. Mais donc là, déjà, la précision est importante. Comme tu le fais savoir, la précision est importante. Donc, on parle d'un indépendant, on ne parle pas d'une personne qui est en société. Donc, c'est deux choses différentes parce que ce n'est pas la même chose au niveau, non seulement en forme, responsabilité. Alors, normalement, un indépendant, il n'y a pas de séparation de patrimoine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, le patrimoine de l'indépendant et le patrimoine de l'indépendant personne physique. Ce qui veut dire qu'il serait normalement tenu de payer avec son patrimoine propre, malheureusement. Malheureusement, il serait tenu de payer. Alors, ça peut être très, très difficile. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aides pour les indépendants qui n'arrivent pas à exercer avec cette crise du Covid. Ça, c'est un des risques en étant indépendant, personne physique. Ouais. Je pose la question justement parce que on ne pense pas forcément lorsqu'on a un rêve de voilà, lancer son entreprise, on la lance, pardon. Mais c'est vrai que parfois, on ne pense pas à ce type de problème, à des scénarios spécifiques comme celui qu'on est en train de traverser maintenant, avec cette crise qui paralyse vraiment l'économie. Et donc, du coup, je crois que c'est intéressant de voilà, simplement parler un peu ce soir en disant qu'effectivement, il y a certains types de sociétés qui font que quand vous êtes dans des difficultés comme celles qu'on traverse maintenant, ben, vous allez devoir en fait faire face à des situations très difficiles. En train d'expliquer, devoir payer vos dettes avec votre propre argent si vous êtes indépendant. C'est pour ça que vraiment le projet est vraiment, vraiment, j'insiste, peut-être que les gens vont me dire, oui, mais Cathy, t'es lourde avec ça, mais j'insiste, allez voir un professionnel avant de matérialiser votre projet, avant d'aller voir, parce que on peut trouver des réponses sur Internet. Tout le monde peut faire ça, tout le monde peut faire des recherches, tout le monde peut trouver les réponses en se disant, j'ai pas envie de payer une personne parce que ça me coûte trop cher, parce que ceci, parce que cela. Les raisons sont multiples et voilà. Mais ces personnes, déjà, elles ont étudié donc elles ont une connaissance. Mais non seulement elles ont étudié, mais elles ont aussi l'expérience de terrain. L'expérience de terrain va faire que la personne, quand vous allez lui expliquer sur votre projet, que ce soit le juriste ou la juriste et le professionnel du chiffre, quand vous allez leur expliquer votre projet, ces personnes-là vont vous dire, OK, ton projet, c'est mieux en indépendant, personne physique. Ton projet, c'est mieux peut-être en société. Quel type de société? Société anonyme, par exemple, ou une SRL. SRL, c'est l'ancienne SPRL. Oui. Et ces personnes-là vont vraiment pouvoir vous diriger en fonction non seulement de votre situation personnelle aussi. Donc, quand je dis situation personnelle, c'est votre situation familiale, je vais dire ça comme ça, votre état civil aussi, et vos idées par rapport à l'aboutissement de votre projet. Je vais donner un exemple. Si, par exemple, un client, et moi, je parle parce que j'ai eu le cas, des personnes qui veulent faire un projet, ils ont vraiment un projet bien défini, c'est vraiment clair et tout. Juridiquement, c'est possible de le faire, mais par exemple, d'un point de vue
chiffres, d'un point de vue financier, d'un point de vue comptable, d'un point de vue fiscal, ce n'est pas possible. Ou alors, juridiquement, la personne a son idée en tête, mais son projet, ce n'est pas possible de le faire en ASBL, par exemple, parce qu'elle veut faire un projet commercial. Ce n'est pas possible de le faire en ASBL dans un premier temps, parce que on a étendu un peu la fonction de l'ASBL, mais on peut avoir des ASBL qui sont à but commercial, mais ça ne peut pas être l'objet principal, en fait, de l'ASBL. Et donc, allez voir les professionnels, parce que ces personnes-là vont pouvoir vraiment vous guider, vous indiquer ce qu'il faut faire, ce que vous ne devez pas faire, et quelle sera la forme juridique adéquate à votre projet. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, ce serait aussi intéressant, Cathy, que tu expliques un peu quelles sont les responsabilités. Donc, dans le même cas de figure, une personne qui a sa société, elle se retrouve dans cette crise ou une crise future. Mais cette fois-ci, elle n'est pas indépendante, mais elle est gérante d'une société. Donc, c'est-à-dire, elle a lancé son entreprise sous forme de société. Alors, est-ce que ses responsabilités seront les mêmes dans ce cas de figure ou il n'est plus en mesure, ou pas? Est-ce que tu peux un peu dire quelles sont les différences entre ces deux types de statuts? D'accord. Alors, vraiment, ça, c'est encore un point très, très important parce que, encore une fois, ça dépend. Ça dépend du type de société qui a été choisi ou du type de société que vous voulez choisir. Donc, on fait encore la distinction entre ce qu'on appelle les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Et donc, il y a, depuis 2019 aussi, la loi a encore changé, a assoupli certaines choses au niveau des responsabilités. Et donc, voilà. Donc, quand je dis que tout dépend, je ne vais pas citer toutes les sociétés parce que ça ne servira à rien, ce serait soporifique. Mais par exemple, la société la plus courante, c'est la SRL. Oui, j'ai failli dire SPRL encore, la SRL. Donc, l'ancienne SPRL. Et là, la responsabilité donc, des associés, elle est limitée à l'apport. Donc, déjà, pour la SRL, on peut être une seule personne et constituer une SRL. D'accord, ok. Voilà, on peut. Donc, en fait, c'est l'ancienne, quand on est un seul membre fondateur, c'est l'ancienne SPRLU. Et donc, maintenant, on parle de SRL. Et si on est tout seul, c'est limité à l'apport. Donc, déjà, il n'y a pas d'apport obligatoire pour la SRL. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de montant qui est fixé par le code des sociétés pour créer sa SRL. Mais donc, si par exemple, vous emmenez dans votre société, on va dire, un patrimoine, je vais dire, de 20 000 euros, ça veut dire que votre responsabilité en tant qu'associé, en tant qu'administrateur, sera limitée à ces 20 000 euros-là. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi ta responsabilité limitée à 20 000 euros dans le cas que tu donnes ici en exemple? Je donne un exemple. Admettons que la société fasse faillite. Tu es un associé, tu as apporté les 20 000 euros. Est-ce que tu dois alors reverser tes 20 000 euros dans cette faillite ou ça se passe comment exactement? Non, en fait, ça veut dire que si, par exemple, donc dans le cas que tu donnes, si par exemple il y a des dettes et tout ça, on ne pourra jamais aller au-delà de 20 000 euros, en fait. On ne pourra jamais te demander, entre guillemets, de rembourser au-delà des 20 000 euros qui ont été apportés. Donc, déjà en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en société, il y a une distinction entre le patrimoine privé et le patrimoine de la société. C'est ça que les gens doivent comprendre. Contrairement à l'indépendant personne physique, là, il n'y a pas de distinction entre les deux patrimoines. Alors qu'en société, il y a une distinction de patrimoine. Donc, en personne physique, l'argent qui est dans ton compte en banque privée, en cas de problème dans ta société, on ne fera pas de distinction. Quand tu dis un indépendant personne physique, alors tu dis alors en entreprise. On va prendre le terme générique de entreprise. Parce que si tu dis société, alors on est dans un autre cas. Oui, excuse-moi. C'est vrai, c'est très spécialiste, tu maîtrises mieux ce jargon. Mais voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, tu as un indépendant d'entreprise, donc tu as le compte d'entreprise et tu as aussi ton compte privé. En cas de problème, tu as des dettes que tu dois rembourser, on peut aller piocher dans ton compte privé, en plus de ton compte d'entreprise. Voilà.
Et c'est pour ça que quand, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de quand je travaillais encore, quand je faisais ça, il est important, comme je dis, de regarder votre situation personnelle, familiale. On ne va pas conseiller, par exemple, en tout cas, moi, je ne conseillerais jamais à une personne qui vient me voir, qui va me dire, je veux devenir indépendant, personne physique. OK, la question que je vais lui poser, quelle est votre situation familiale, votre état civil? Marié, pas marié? OK, marié. Contrat de mariage, pas contrat de mariage? Contrat de mariage, non. Pas de contrat de mariage? OK, qu'est-ce qui se passe? Votre conjoint, votre partenaire, il est quoi? Indépendant? Salarié? Toutes ces choses-là, ce sont des questions qu'il faut poser au moment, tout ça. Il faut voir tout, il faut avoir tous ces cas de figure en tête pour pouvoir éviter les problèmes après. Si maintenant la personne me dit, mon épouse est indépendante aussi, voilà, on n'a pas de contrat de mariage, on a un crédit d'une maison et tout ça, difficilement je vais conseiller à cette personne-là d'être indépendante, hein, d'être indépendante personne physique. Parce qu'il risquerait d'avoir un problème avec le patrimoine, en fait. Le patrimoine familial risque d'être engagé. Donc, moi, je conseillerais que cette personne se mette en société. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment regarder, en fait, en fonction du type de société, parce que toutes les sociétés n'ont pas le même... donc, les membres n'ont pas les mêmes responsabilités, en fait. Les administrateurs, pardon, n'ont pas les mêmes responsabilités. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité limitée, oui, et alors il y a la responsabilité voilà, mais ça, on abordera un peu plus tard dans l'émission. Je vais encore épingler quelques questions ici okay. qu'on a. Alors, il y a Caprine, non, c'est pas Caprine, excusez-moi, je ne vois pas très bien de loin. Alors, c'est Sonia Gold, qu'on salue. Bonsoir Sonia. Qui demande, à partir de quel moment peut-on switcher de personne physique en société? Ah, ok. Normalement, tu peux le faire à tout moment. Si tu estimes que tu préfères, parce que souvent, ce sont des raisons fiscales. Hein. Souvent, ce sont des raisons fiscales qui vont faire que ça va pousser la personne, l'indépendant personne physique, à passer en société. Parce que en personne physique, le taux d'impôt est assez élevé. Et alors, en société, le taux d'impôt est moindre. Je pense que c'est 29%, 30%, quelque chose comme ça. Oui. Je ne connais pas par cœur. Je crois que c'est entre 29 et 30. C'est un peu diminué. Je pense que c'est 29% maintenant. Avant, je pense que c'était 30%. Maintenant, je pense que... Oui, je pense que depuis 2019, c'est descendu. Et alors, quand indépendant personne physique, bah, c'est l'IPP, en fait. Hein. Donc, l'IPP, c'est 20... non, c'est beaucoup plus que 30, hein, mais je crois que c'est 36. Il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est 36. Donc, tu pourrais demander voilà, que tu aimerais passer en société. Hein. Normalement, il n'y a pas de barrière à ce que tu puisses, à ce que tu ne puisses pas changer, pardon. Et est-ce que ça coûte quelque chose de faire ce changement? Oui, mais comme je dis, en fait, il faut toujours tout regarder parce que je n'ai pas les chiffres ici. Par exemple, si tu veux te constituer en indépendant personne physique, tu dois payer 90, je vais arrondir, hein, c'est 90 €, je pense, que tu vas payer. Alors que quand tu le fais en société, c'est beaucoup plus cher. Ouais. C'est beaucoup plus cher. Donc, il faut tout analyser. Il faut vraiment tout analyser, soit parler avec le professionnel du chiffre, soit le juriste ou la juriste, parce que il y a des avantages et des inconvénients partout. Et on ne peut pas être gagnant partout. Donc, normalement, il n'y a pas de délai. C'est juste voir avec ton conseiller comment tu pourrais faire et puis alors lui expliquer par exemple tes raisons, mais en général, ce sont des raisons d'ordre fiscal. Ok. Alors, on a une autre question ici de Nadège qui demande, qui porte sur la taxation et les professions libérales. Alors, elle demande, est-ce que se mettre sous statut indépendant diminue la taxe salariale lorsqu'on gagne un certain niveau
plutôt élevé. Certaines boîtes proposent qu'on passe sous statut indépendant pour diminuer les taxes. Ok. Waouh. Alors, bon, C'est on toujours une est... question d'argent, hein, j'ai l'impression. Oui, mais c'est beaucoup de raisons fiscales. Hein, c'est beaucoup de Ouais. raisons fiscales. Ben, non, c'est normal, hein, on veut tous payer moins. Alors, Nadège, je vais essayer de répondre, mais je t'avoue que je ne suis pas du tout une spécialiste de la fiscalité. Vraiment, donc je vais essayer de répondre selon mes connaissances comme ça, mais voilà. Alors, je pense que quand tu es en indépendant personne physique, normalement, tu payes plus de taxes qu'en société, je pense. Peut-être que le cas dont tu parles, c'est si tu es indépendant à titre complémentaire. Là, c'est différent parce que déjà que tu payes des taxes en tant que salarié ou, ouais, en tant que salarié, on va dire, tu vas peut-être payer moins de taxes en tant qu'indépendant complémentaire si tes revenus ne dépassent pas un certain montant. Tes revenus de la profession indépendante ne dépassent pas un certain montant. Maintenant, les taux, je ne pourrais vraiment pas te dire, mais je veux bien, si tu veux, chercher et soit me renseigner auprès d'un fiscaliste, parce que franchement, je ne pourrais pas répondre avec les pourcentages précis. Je n'ai pas envie de dire des bêtises ou d'induire les personnes en erreur. Je veux bien chercher et demander. Ou alors, je ne sais pas si il y a une amie qui devait être connectée. Je ne sais pas si elle est connectée, Muriel, qui est une professionnelle du chiffre. On pourra donner ses coordonnées Oui, dans les commentaires. voilà. On pourra donner ses coordonnées dans les commentaires. Donc, de toute façon, comme tu l'as très bien dit, Cathy, il faut vraiment s'informer, se tourner vers des professionnels lorsqu'on a un projet entrepreneurial qu'on désire lancer. Et c'est la meilleure chose à faire, c'est vraiment de s'informer. Donc voilà. Mais merci beaucoup quand même pour cette réponse, Cathy. On a alors une autre question de Sonia Gold qui dit donc, c'est mieux d'être en société lorsqu'on a un partenaire indépendant, pas de contrat de mariage et un prêt immobilier. Donc, en société, quand on... Et puis, j'ai pas tout... Attends, j'ai pas tout Donc, suivi. J'ai juste noté, comme ça, je suis sûre de bien pouvoir répondre. Donc, donc elle dit, donc c'est mieux d'être en société lorsqu'on a un partenaire indépendant, qu'on n'a pas de contrat de mariage et qu'on a un prêt immobilier. oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a la séparation des patrimoines. Alors que si Sonia, par exemple, tu es en indépendant et que la situation de ton partenaire est ce que tu m'as dit, donc que tu as un crédit, pas de contrat de mariage et que ton partenaire est indépendant, le problème, c'est que quand tu es indépendant, il n'y a pas de séparation de patrimoine. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait en fait, il y aurait ton patrimoine en tant qu'indépendant plus le patrimoine de ton partenaire qui ferait vraiment que un. Et alors, s'il y a un souci avec soit une des professions, soit la maladie, soit une épidémie comme on la connaît maintenant, et qu'il n'y a plus de rentrée, ça peut énormément poser des problèmes. Ça peut vraiment, vraiment poser des problèmes. Alors, Cathy, le statut d'indépendant, comment dire, il est préférable pour quel type de personnes? Mais il est préférable pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas envie de travailler avec quelqu'un, en fait. Donc, indépendant, freelance. Ben, ou par exemple, ben, moi j'étais indépendante à titre complémentaire. Et donc, en fait, ben, j'étais freelance. Donc, ça veut dire que je travaillais dans un bureau, une fiduciaire en tant que juriste. Donc, ça veut dire que si je n'avais pas envie d'aller, ben, je n'allais pas. Donc, je ne suis pas payée, bien sûr, parce que je n'ai pas de prestations. Mais le statut d'indépendant permet beaucoup de choses, en fait. Ah oui, Mais il faut alors, dans ce cas, souvent, c'est les personnes qui n'ont pas qui ne travaillent pas avec quelqu'un d'autre, qui n'ont pas d'associé direct. Si je mais puis dire. pas seulement ça, si je comprends bien, c'est aussi pour des personnes qui n'ont pas besoin d'injecter un capital pour lancer leur entreprise, qui vont Exactement, exactement. juste être un collaborateur indépendant dans une entreprise qui existe déjà, mais qui n'ont pas besoin eux-mêmes d'injecter un capital pour pouvoir lancer l'entreprise. Exactement, oui, oui. Par exemple, ça fonctionne très bien quand c'est par exemple des bureaux de consultance. Parce que nous, dans le bureau là, on avait des comptables, on avait des juristes,
on avait des personnes qui étaient dans le RH. Et en fait, c'était à chaque fois les indépendants. Et ça fonctionne très, très bien comme ça. Maintenant, tout dépend, hein, Sonia. Par exemple, tu, euh, tu crées ça dépend du type de business que tu veux créer. Parce que si, par exemple, tu crées aujourd'hui un business en tant qu'indépendant, personne physique, et que ça fonctionne très, très bien, que tu arrives à gérer, que tu arrives à gérer même ta vie familiale, mais qu'après 6 7 ans, tu sens que ça devient trop lourd, en général, souvent, les gens basculent alors de l'indépendant à la société. Et parce que, voilà, mais par exemple, quelqu'un qui commence peut très bien être indépendant, personne physique. Maintenant, moi, je dirais que vu les réformes qu'on a eues l'année passée, moi, je dirais, ben, écoute, lance-toi en SRL, hein, parce que SRL, tu n'as pas besoin d'un autre partenaire. Avant, il fallait, sauf les SPRLU. Mais là, tu n'as pas besoin d'injecter de Ouais, mais ça, capital, tu n'as pas besoin on de va voir trucs. ça ensemble maintenant. Euh, C'était justement un peu ce que j'allais te poser comme question. C'est que si tu peux expliquer en fait les différents types de formes de sociétés, Mhm, parmi donc les sociétés à but lucratif, on ne parle pas des ASBL. mhm, Et donc, ici, je propose par exemple d'en citer quelques-unes. Et toi, mhm, tu pourras nous dire pour chacune si elles sont à responsabilité limitée ou illimitée et nous donner leurs caractéristiques. Bon, tu as déjà un peu parlé de la SCRL qui était anciennement appelée la SPRL. mhm, C'est une société à responsabilité limitée. Qu'est-ce que ça veut mhm, dire un SRL, société à responsabilité limitée? Et elle est généralement considérée comme la forme légale de société la plus appropriée euh, pour une petite ou une moyenne entreprise. mhm. Alors, en quoi est-ce que sa responsabilité est limitée? Mais donc, c'est comme on a dit tout à l'heure, donc ça veut dire que si, parce que dans la SRL, il n'y a pas d'obligation d'injecter du capital. Mhm. Si maintenant tu injectes 10 000 € pour créer, donc comme capital pour ta société, on ne pourra jamais te demander d'aller, donc s'il y a des dettes et tout ça, des remboursements à faire, on ne pourra jamais te demander d'aller au-delà des 10 000 € que tu as injectés. Donc ça veut dire que si par exemple tu as des dettes pour 100 000 €, on ne va jamais te demander, ou ton patrimoine, enfin le patrimoine de la société ne va jamais être dépassé de 10 000 € que tu Donc, as injecté. quelque Voilà. part, les personnes à qui tu dois cet argent, c'est malheureusement elles qui sont perdantes. En fait, elles vont jamais récupérer leur fonds, leur argent. Ben, oui et non, parce que bon, aussi, il faut savoir qu'il y a quand même en tant qu'administrateur, en tant que gérant d'une société, tu dois prendre aussi des assurances. Mhm. Donc, voilà, normalement, ce sont des assurances qui coûtent quand même assez cher. Donc, il y a toute cette responsabilité-là. Parce qu'en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a, on va dire, 3 types de responsabilités. Il y a la responsabilité de la société. Mhm. Il y a la responsabilité de l'administrateur. Il y a la responsabilité des membres, des associés aussi. Mhm. Ce sont des choses qui sont différentes. Donc, on va aussi regarder, parce que si, par exemple, moi, je me constitue en société, j'injecte dans ma société 10 000 €, mais que je fais tout pour ne pas payer mes créanciers, je fais tout pour soit, entre guillemets, appauvrir mon patrimoine, ou, bon, je vais dire, je fais des magouilles, ben, Mhm. là, il en va aussi de ma responsabilité en tant qu'administrateur. Donc, la société aura sa part de responsabilité, mais moi, en tant qu'administrateur, j'aurai ma part de responsabilité. Ce qui fait que dans ce cas-là, ben, on va aller au-delà des 10 000 € parce que j'ai commis une faute intentionnelle. Mhm. Donc, Et ça, donc, c'est aussi des choses Donc, les gens ne doivent pas avoir peur et se dire que non, mes créanciers ne vont pas me payer. Il y a quand même la responsabilité de l'ASBL, des administrateurs et des associés, dans le cas où il y a des associés. mhm. Et Voilà. donc cette responsabilité de l'administrateur, est-ce qu'elle peut être engagée même en cas de faillite ou est-ce que, comme tu l'as expliqué, la société n'est plus en mesure de rembourser ses dettes au-delà des fonds qui ont été injectés au départ? Si on se rend compte que l'administrateur a commis des fautes, on peut quand même l'attaquer à ce niveau-là. Oui, 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 oui. Et alors, Là, on entre dans ce qu'on appelle la responsabilité civile, donc en tout droit de la responsabilité civile. Et donc là, il pourra avoir sa responsabilité engagée et ça peut se chiffrer à des millions, hein.
Ça peut se Ah, chiffrer à des millions. Donc, voilà. Il ne faut pas que la personne qui constitue la société se dise, bon, ben, moi, je vais mettre 10 000 euros. De toute façon, la personne là, je vais prendre la marchandise pour 100 000 euros et je ne vais pas la payer parce que de toute façon, on va... Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas comme ça. d'accord. C'est un mécanisme qui existe et qui est quand même bien fait. Voilà. En tant que, de toute façon, en tant que responsable d'une société, vous aurez des assurances à prendre. C'est Vous aurez ça. des assurances à prendre. Donc, des assurances qui vont couvrir la société, mais qui vont aussi couvrir Qui le vont aussi responsable couvrir la même. responsabilité du gérant, Mhm, c'est ça. l'administrateur, mais sauf dans les cas précis. Si par exemple il commet une faute intentionnelle, s'il fait des choses comme ça, là, il ne sera pas couvert. Là, et là, l'assurance ne va pas intervenir. Mhm, Donc, voilà, c'est vraiment bien, bien fait. Et mhm. il faut pas s'inquiéter, il ne faut pas avoir peur de créer sa société. En tout cas, moi, personnellement, j'encourage les personnes qui veulent. Maintenant, avec la crise du Covid, on voit que c'est une mode, mais j'espère que pour certaines personnes, ce n'est pas juste un effet de mode, quoi, parce que il faut vraiment réfléchir son projet, quoi. Il faut vraiment réfléchir son projet, pas se dire, ah ben, moi, du jour au lendemain, je vais lancer mon projet. Ouais, c'est justement pour ça qu'on aborde ce genre de sujet hein, dans Valeurs féminines. C'est vraiment pour essayer d'apporter une information utile aux femmes qui souhaitent lancer leur entreprise. C'est Mhm. qu'elles le fassent vraiment en étant bien informées. C'est ça. Exactement. Donc, tu parlais donc des différentes caractéristiques tout à l'heure de la SRL. Tu as parlé, tu as expliqué qu'effectivement, il ne fallait pas un capital de départ précis. Pour Mhm. cela. Il y a encore d'autres caractéristiques que tu voudrais. Mais, par exemple, pour la SRL, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la constitution d'une SRL, il faut un acte notarié ou un acte authentique. Donc, ce qui fait que ça veut dire qu'il faut payer un notaire pour qu'il puisse rédiger ça. Et donc, des fois, ça peut être, je ne connais pas du tout les tarifs de constitution, donc c'est pas juste on va comme ça ou bien on écrit comme ça. Pour certaines sociétés, un acte sous seing privé, donc c'est-à-dire un acte écrit par vous-même, hein, ça peut être un acte constitutif, mais pour la SRL, pour d'autres sociétés telles que la société coopérative, la société anonyme, ça c'est des sociétés où il faut un acte notarié, donc il faut aller voir un notaire. Et cet acte-là prouve alors le bien fondé de ton entreprise. Oui, donc c'est vraiment le statut fondateur de ton entreprise. Donc c'est vraiment juridiquement, ça te permet d'exister en fait. Et après d'avoir donc le numéro d'entreprise qui va faire que va te donner la personnalité juridique de la société. Ok, super, super. Alors, je regarde un peu. Donc, on a parlé ici de la SRL. Il y a encore d'autres. Attends, excuse-moi juste. Donc aussi encore un caractéristique que je viens de penser. Par exemple, pour la SRL, il faut un plan financier. Mhm. Il faut un plan financier. Ce n'est pas toutes les sociétés où il faut des plans financiers, mais la SRL, il faut un plan financier aussi. Mhm. Tu peux par exemple donner un exemple d'une société où il ne faut pas de plan financier. La société en commandite, par exemple, la D'accord. société en non collectif, il ne faut pas de plan financier, c'est facultatif. La Ouais, société, ce qu'on appelle aussi société simple, il ne faut pas de plan financier. super. On reviendra sur la société en commandite enfin, dans pas longtemps. Alors, un autre type de société euh, qu'on peut choisir pour lancer son projet entrepreneurial, c'est la société en non collectif, qui est une société de personnes. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer pour ce type de société quel est son type de responsabilité? Alors ici, la responsabilité, elle est illimitée Mhm, et, et le législateur, je vais même essayer de retrouver exactement, le législateur a été beaucoup plus loin mhm. puisque c'est une responsabilité illimitée et solidaire. Ce qui veut dire que, Ça, c'est important. Ça, il faut vraiment. voilà, c'est Le pour terme de ça. solidaire, ça veut dire quoi? Je vais bien, bien essayer d'expliquer ça pour que les personnes comprennent. Je vais aller doucement pour que les gens puissent noter parce que c'est important. Mhm. Alors, donc illimité, donc comme on dit, hein, illimité, contrairement à illimité, illimité, ça veut tout simplement dire illimité. Et la responsabilité solidaire, ça veut dire que un créancier peut se retourner
je lis bien comme ça les gens comprennent, hein. Je ne vais pas dire avec mes mots. Un créancier peut se retourner contre n'importe lequel des associés d'une entreprise pour obtenir le règlement, donc le paiement de l'ensemble de la dette. D'accord? Ce qui veut dire, si dans la société en nom collectif, il n'y a pas d'obligation de capital pour la société en nom collectif. Bon, pour constituer cette société-là, il faut être 2 personnes. Donc, on est 2 personnes, on crée la société en nom collectif, on injecte comme capital 20 000 euros. On a des dettes pour plus de 20 000 euros, responsabilité illimitée. Donc, on peut aller au-delà des 20 000 euros qu'on a injectés. Responsabilité solidaire. Ça veut dire que si maintenant le patrimoine de la société ne permet pas de payer le créancier, ce créancier-là a le droit de se retourner contre n'importe lequel des associés pour se faire payer de sa dette. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que ce sont aussi des cas où il faut bien réfléchir et savoir qu'est-ce qu'on veut faire et regarder aussi encore une fois sa situation familiale. Exactement. Et puis aussi, les assurances, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne règlent pas tout, hein. On pourrait dire, oh, mais je prends une assurance que je vais payer cher, comme ça, le jour où j'ai un problème, je suis couvert. Non. Non. Il faut bien savoir ce qu'on fait. Parce que si on fait une faute qui nous est imputée, que c'est notre faute, il n'y aura pas d'assurance pour nous couvrir. Il n'y aura pas d'assurance. L'assurance va vous regarder, va vous dire, bah, écoutez, monsieur, vous étiez, par exemple, vous avez commis telle faute, que vous n'aviez pas remis le rapport de gestion, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas cela. On ne peut pas vous couvrir. Et puis, bah, le patrimoine propre. Exact. Donc, c'est ça. Donc, en fait, au niveau des responsabilités, il y a la responsabilité limitée, il y a la responsabilité illimitée, il y a la responsabilité illimitée et solidaire. Ouais. Donc là, vraiment, il faut vraiment faire attention. C'est pas que je dis et que j'invite vraiment les personnes à aller voir un conseiller juridique, fiscal, comptable. C'est très, très, très important. C'est ça. Et puis aussi, pas faire confiance aveuglement à des personnes qui vont dire, allez, viens, on monte une entreprise, tu lui fais confiance parce que tu sais qu'il est compétent dans le business que vous voulez lancer. Et après, tu n'en sais rien par rapport à ses compétences de gestionnaire. Tu te lances dans une société en nom collectif. En cas de problème, tu es solidaire. Tu peux payer aussi de ta propre poche. Ah oui, ah oui. Alors, on a encore une dernière société ici dont on aimerait bien connaître les responsabilités et les caractéristiques. C'est la société en commandite. Donc, c'est une société qui réunit des associés commandités et des associés commanditaires. Voilà. Alors, quel est son type de responsabilité? Alors, là, ça dépend aussi. Alors, pourquoi? Parce que la société en commandite, on peut être une personne à créer la société ou on peut être plusieurs personnes à créer la société. En tout cas, une personne, c'est déjà bon. Ensuite, il y a donc, comme tu as dit, les associés commandités. Eux, dans ce cas-là, ils ont la responsabilité illimitée et solidaire. Et il y a les associés commanditaires, donc c'est-à-dire souvent ce sont les bailleurs de fonds, qui, eux, ont une responsabilité limitée au montant de l'apport. Donc, il y a deux personnes différentes, deux types de personnes différentes, et donc leurs responsabilités ne sont pas pareilles. Exactement. Et juste alors une petite question, les associés qui ont la responsabilité limitée, donc à hauteur de leur apport, ils sont censés apporter un montant précis, un montant particulier Non. Pourquoi? Parce que dans la société en commandite, pardon, il n'y a pas non plus d'obligation, il n'y a pas d'apport de capital minimum, en fait. Il n'y a pas de capital minimum. Donc, voilà. Et ce qu'il faut, alors, par rapport au... En fait, en gros, on va dire, je vais expliquer ça comme ça, c'est que la seule société où la loi oblige un apport, un capital minimum, c'est la société anonyme. Parce que c'est une grosse société. C'est le seul, en fait. Oui, en fait, on n'en a pas parlé parce que c'est vrai qu'ici, là, comme on est dans un magazine qui parle d'entrepreneuriat, souvent, ce sont des personnes qui commencent et qui n'ont pas forcément de gros capitaux à injecter dans leur société. Exactement. C'est vrai que les SA, les sociétés anonymes, c'est vraiment pour
les entreprises qui ont de gros budgets, hein, même Oui, parfois. c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, on n'en a Non, pas. les autres sociétés comme la société à responsabilité limitée, la société coopérative, on ne demande pas d'apport, mais on va vous dire il faut qu'il y ait un apport suffisant pour pouvoir faire vivre la société, en fait. Est-ce que ça tourne autour d'un montant moyen? Bon, ça dépend vraiment le projet entrepreneurial, on va dire, qui est dedans. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas demander tu vas pas injecter le même capital quand tu as une société, je veux dire, parce que je pense que Sonia, elle a ça, elle fait de la coiffure, si mes souvenirs sont bons. Donc, si par exemple, elle veut créer un réseau de salons de coiffure, ou voilà, on ne va pas lui demander la même somme qu'une personne qui veut créer, par exemple, un cabinet de consultance. D'accord. Ça ne sera pas la même chose. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, en fait. Ouais. Ouais, mais quoique quand même, pour lancer un salon de coiffure, il faut aussi du matériel, il faut aussi Oui, il faut du matériel, mais par exemple, si par exemple, elle a une vision. pas mal de capitaux, tout ça. Oui, mais si par exemple, elle a une vision, on va dire, je ne vais pas dire une petite vision parce que ça serait peut-être réducteur, mais on va dire une plus petite vision pour les 3 premières années, par exemple, ben, elle n'aura pas besoin de beaucoup de choses. Si par exemple, elle décide de directement, elle a une vision, la personne a une vision que non, je veux 3 salons de coiffure, là, c'est un peu différent que d'avoir un seul salon de coiffure. Tout dépend aussi de là où il sera situé, quelle est la clientèle que tu vises. Si par exemple, tu vas t'installer, bon, j'invente, hein, au fin fond de Uccle, bah, tes besoins ne seront pas les mêmes que si tu vas au centre de Bruxelles. Parce que voilà, il faudra savoir aussi voilà, comment est-ce qu'on peut arriver, tout ça. Tout ça, ce sont des choses des paramètres qu'il faut regarder. Et donc, les besoins seront différents, même si le service est le même. Et puis même un petit, Ce sera pas la même chose, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Et puis même un petit tips ici, parce que tu parlais de la localisation. Effectivement, en fonction de la localisation, tu peux payer des loyers beaucoup plus chers, mais rien n'empêche aussi d'aménager un espace tout à fait correct, tout à fait convivial et agréable, où tu peux recevoir ta clientèle là. Hein. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, tu réduis aussi tes frais. Et puis même, si tu es propriétaire de ta maison, tu peux même faire intervenir, comment dire, tu peux même faire en sorte en fait que ton entreprise reverse une partie à la personne physique que tu es pour louer l'espace que tu Exactement. à ton activité. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, les gens qui vont dire non, mais moi je vais copier, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais copier ça ne sert à rien parce qu'en fait, il faut vraiment analyser la situation de la personne. Il faut vraiment analyser la situation de la personne. Par exemple, même dans le cas, par exemple, de la coiffure, si maintenant, toi, tu te dis, oh, OK, moi, j'ai aussi des compétences parce que, par exemple, la semaine passée, je pense que c'était Tamara, non, c'était pas Tamara, c'était il y a 2 semaines, je pense, Tamara qui est venue. Si maintenant, elle décide d'ouvrir un salon de coiffure, ben, elle a l'avantage qu'elle a des produits. Elle les fabrique elle-même, tu vois. Donc, elle ne va pas devoir acheter des produits chez quelqu'un d'autre. Donc, là, c'est déjà différent d'une personne qui veut ouvrir son salon de coiffure et qui veut, en plus de ça, va devoir acheter des produits chez des personnes étrangères. Tu vois, donc là, c'est 2 business qui semblent pareils, mais qui ne sont pas totalement pareils. C'est ça. Donc, Tamara, si jamais tu nous regardes, ça c'est un appel, hein. C'est un appel entre nous à lancer, à te pousser à lancer aussi un salon de coiffure pour bien prendre soin de nos cheveux. Super. Ok, alors on va passer peut-être aux questions qu'on a reçues en préparation de cette émission. On a reçu une question de Grace qui est étudiante et qui demande si en tant qu'étudiante, elle peut lancer son entreprise et si oui, sous quel statut? Ok. Alors, c'est une très, très bonne question. Merci, Grace. Eh bien, oui, je vais répondre que oui, oui, oui. En fait, tu peux être étudiante indépendante et donc être à titre personne indépendant, personne physique, pardon. Mais il y a des conditions. Alors, tu dois être âgé entre 18 ans et 25 ans, accompli. Tu dois avoir à titre principal, donc être inscrite à titre principal dans un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou à l'étranger.
Mhm. Mais à l'étranger, ça veut dire en vue d'obtenir un diplôme qui est reconnu par une autorité compétente enfin, en Belgique, quoi. Donc, à titre principal, je précise, ça veut dire pas des personnes qui suivent des cours du soir, par exemple. Non. Et ça dépend, en fait. Ça dépend. Donc, dans le sens où, si, par exemple, c'est par rapport au nombre d'heures de cours. Si je vais juste inventer un chiffre parce que là non plus, je n'ai pas les chiffres exacts. Si par exemple, elle est inscrite dans une promotion sociale, mais que par exemple, je crois que c'est 50 heures, j'invente, hein, 50 heures par mois, peut-être, je ne sais pas si c'est beaucoup, 50 heures par mois, là, elle n'est pas à titre principal. Parce que Mhm. je crois que le cursus normal, je crois que c'est 180 heures, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, il Je pense faut qu'en vraiment être à termes titre de principal. ECTS, un truc comme ça, ECTS, et je pense que tu dois avoir 120 ECTS Voilà, c'est ça. voilà, pour que ce soit principal, une activité principale. Donc, il faut vraiment donc, être âgé entre 18 et 25 ans, être vraiment à titre principal étudiant Mhm. et avoir exercé donc l'activité professionnelle comment dire, pour laquelle tu demandes l'assujettissement, en fait. Ça veut dire que si tu demandes un assujettissement pour, je ne sais pas, je veux dire que je crois que dans le cas là, pour fabriquer tes produits naturels, si tu demandes un assujettissement pour ça, ça veut dire que tu ne pourras pas euh, euh, être coiffeuse, on va dire. Tu ne pourras pas être coiffeuse. Tu devras avoir cet assujettissement. Tu ne pourras pas exercer en tant que coiffeuse avec ce numéro d'assujettissement, plus précisément. D'accord. Mhm. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est possible. Si elle veut, je pourrais envoyer le lien, tout ce qui est de la législation sur ça. Sans problème, je pourrais envoyer ça demain. Ok, super, super. On va juste demander à la technique si ça n'a pas été fait, de mettre aussi peut-être les coordonnées de ta connaissance, Muriel, qui est juriste. Non, Muriel est comptable. Elle est comptable, pardon, elle est comptable et alors elle donne des conseils en tant que telle, en tant que comptable pour tout type de société, donc ASBL comprise. Donc on pourra alors, voilà, donc ça va être fait. Alors on avait une dernière question de Gloria et qui, elle, souhaitait en fait demander s'il était possible de préciser le régime transitoire concernant le code des sociétés et des ASBL. Oui. Donc, en fait, la fois passée, on avait parlé, donc, depuis le 1er mai 2019, il y avait la loi qui avait changé. Donc, on ne parle plus de la loi sur les ASBL, par exemple. On parle vraiment du code des sociétés et des associations. Donc, association, pourquoi? Parce que ça regroupe tout ce qui est même les fondations. On en avait parlé la fois passée, pardon. Et voilà. Et donc, ce code-là, ces dispositions-là sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Maintenant, toutes les sociétés, les ASBL, qui ont, après le 1er mai 2019, toutes les sociétés qui se sont constituées, donc devaient répondre à la nouvelle législation. Pour toutes les autres, celles qui ont été créées avant le 1er mai 2019, alors, il y a ce qu'on appelle vraiment le régime transitoire. On pouvait se mettre en règle au dès le 1er janvier 2020, mais en tout cas au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024. Donc, il y a un laps de temps. C'est encore, on va dire, c'est encore loin, mais il ne faut pas oublier que c'est tout des mécanismes et que, par exemple, il y a certains formulaires qui étaient d'avant le 1er mai 2019 qui n'existent plus. Donc, si, par exemple, on se dit, ah, mais non, mais je veux juste changer ça, ce sera plus possible, en fait. Il faudra directement s'adapter à la nouvelle loi. Mais si, entre maintenant et le 31 décembre 2023, il n'y a rien qui change, vous ne changez pas votre conseil d'administration, vous ne changez pas l'objet social, vous changez. Alors, vous continuez à fonctionner sous l'ancien régime, mais au 1er janvier 2024, il faudra vraiment que les statuts aient été modifiés. Ok, Donc, voilà. voilà, ben, ça sera le mot de la fin parce qu'on est déjà arrivé à la fin de cette émission. Donc,
Un très grand merci à toi, Cathy, d'avoir accepté, d'avoir répondu présente à cette invitation pour cette émission BIS. On espère vraiment toutes les deux qu'on a pu répondre à vos questions et on vous invite vraiment pour celles qui ont ce désir de lancer leur entreprise, de vraiment vous tourner vers des professionnels qui pourront spécifiquement répondre à vos besoins. Alors, malheureusement, Cathy, pour l'instant, elle n'exerce pas en tant que conseillère juridique, mais je vous assure que dès qu'elle décidera de s'y remettre, je ferai une petite communication sur valeurs féminines pour vous dire allez chez Cathy, allez chez Cathy. Pour l'instant, elle s'occupe, elle a vraiment une vie bien remplie. Cathy travaille à temps plein, elle est aussi maman de 2 enfants, donc voilà. Mais on espère vraiment que très bientôt, elle pourra reprendre cette activité et vous serez tenus informés très rapidement par rapport à cela. Donc nous, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle émission, toujours autour d'un sujet qui concerne l'entrepreneuriat et on s'adresse bien entendu principalement aux femmes, mais les hommes sont aussi bien entendu les bienvenus dans notre plateforme. Et voilà, donc c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir avec nous ce soir et on espère vous revoir très rapidement dans un nouvel épisode très prochainement qui vous sera communiqué de toute manière. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et voilà, prenez bien soin de vous et de vos proches et on vous dit à très bientôt.